Bonjour, ravie de vous retrouver dans Lumière intérieure. Cette semaine, je reçois une femme multicarte, touche à tout, additionnée, j'ai envie de dire. Ancienne athlète, elle est juriste, comédienne, rappeuse, écrivaine. J'ai le plaisir de recevoir Rachel Kahn. Bonjour Rachel Kahn. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Avec joie. Vous l'avez entendu, j'ai employé le mot additionner. Oui. C'est un mot qui revient souvent sous votre plume, notamment dans le livre Racé, dont on va bien sûr reparler. Un livre publié en 2021. C'est un mot que vous avez emprunté à Romain Gary, alias Émile Ajar, dans Pseudo particulièrement. On est tous additionnés. Est-ce que c'est un mot qui vous définit? Est-ce qu'il vous définit bien, vous pensez? Oui. Pourtant, au départ, j'étais pas bonne en maths. Et finalement, l'addition, ça me définit parfaitement. C'est-à-dire que non seulement au regard des origines, mais aussi des activités. Et c'est vrai que l'addition me parle beaucoup, en réalité, même dans nos relations. C'est-à-dire qu'on s'additionne dans une relation, l'autre peut vous changer, vous avez un petit peu de la personne que vous rencontrez, vous lui donnez un petit peu, donc vous vous ajoutez finalement chaque jour. Et l'addition me parle énormément. Surtout, c'est une réponse en général, parce que souvent on vous dit, vous êtes moitié ci, moitié ça, une forme de soustraction de votre identité. Sauf que non, vous êtes 1 plus 1, donc vous êtes 1000. 1 plus 1 égale 2, voire plus. Puisque en mathématiques, on dit souvent que le tout est plus que l'addition des parties. Exactement. Je crois que c'est Aristote qui disait ça. Oui, tout à fait. Et ben, c'est ça. Et ça donc c'est plus que l'addition. Plus que l'addition. Plus que l'addition. Plus que l'addition, c'est l'ensemble, c'est le mélange. Exactement, c'est le mélange. Et ce mélange-là qui crée effectivement quelque chose de plus. Mais j'aimais bien les mots de Romain Gary qui étaient très simples à comprendre, à entendre et percutants. Percutant, on est tous additionnés. Ouais. Alors revenons justement sur, on peut dire maintenant slasheuse aussi, ça c'est un mot que vous aimez ou pas? Alors non. Il n'y a pas d'addition là, justement. Il y a des séparations. Il y a des séparations, c'est vrai. Il y a des segments. Des segments. Ouais. Et vous les effacez, ces segments. Reparlons de vos activités. Donc je disais, vous les racontez d'ailleurs, on va en parler dans ce livre, Les Grandes et les Petites Choses, qui a d'abord été publié il y a 5 ans aux éditions Anne Carrière et désormais sous forme de BD. On va bien sûr feuilleter ces livres puisque c'est votre histoire quand même. Ouais. Où l'on apprend, et on le voit d'ailleurs sur la couverture, que vous êtes une athlète, d'abord danseuse, puis ensuite championne de France d'athlétisme, 4 fois 100 mètres. Vous avez fait des études de droit à Assas, vous êtes juriste, vous avez même fait un détour dans la politique, vous avez été plume, vous êtes comédienne, écrivaine. C'est vrai que je regarde un peu mes notes parce qu'il y a en veux-tu, en voilà. Quel est le métier, rappeuse même, on va aussi peut-être en reparler, quel est le métier ou l'activité aujourd'hui qui vous définirait le plus, même si vous êtes une addition? Mais en fait, c'est toutes. Parce que finalement, lorsque j'écris et puis qu'ensuite on me demande je sais pas, de parler par exemple du contexte international, de l'Ukraine, ou qu'ensuite on va me demander de jouer un rôle. Vous êtes aussi chroniqueuse, voilà. On le voit sur LCI, Radio Classique et dans les grosses têtes. J'ai encore d'autres additions. Non mais tout ça s'alimente. Et c'est vrai que lorsque... Ça se nourrit. Ça se nourrit. Et lorsque par exemple on est à LCI sur l'Ukraine, avec ce qui se passe dans le Donbass, avec aussi ces enfants qui sont déportés, et qu'à un autre moment de la semaine, je suis avec Laurent Ruquier dans les grosses têtes à militer pour cette forme d'humour, finalement ça me permet aussi de tenir et surtout de rester dans le partage et d'offrir toujours le meilleur de moi-même, au fond, parce que j'ai ces respirations. Donc je pourrais pas choisir. C'est vraiment l'ensemble des activités qui me plaît. L'ensemble des activités, l'addition de ces activités, l'addition de culture aussi, que vous racontez très bien dans ce livre, puisque vous êtes, j'ose même plus employer le terme moitié, mais quand même moitié gambienne par votre papa, juive, ashkénaze, polonaise par votre mère. Vous avez donc vécu dans un milieu quand même multiculturel qui produit qui vous êtes aujourd'hui. D'ailleurs, on voit cette petite fille qui est vous-même, qui s'appelle dans le livre Nina Gary, c'est pas pour rien. Oui.
Gary, c'est aussi hommage à Romain Gary, qui a ce parcours quand même extraordinaire et qui finit par son maître de course qu'elle gagne d'ailleurs, avec les dessins, je le note, de Aude Massot. Est-ce que ça n'a pas été un peu frustrant pour vous, l'écrivaine qui avait écrit ce beau livre il y a déjà 4-5 ans maintenant, de le voir convertir en BD. Alors certes, c'est un support très actuel, il y a des dessins, mais c'est une autre histoire, ça raconte peut-être les choses un peu différemment. Et j'ai remarqué aussi, petite parenthèse, que vous qui aimez les mots, on va en reparler, il y a beaucoup de mots très contemporains qui n'existaient pas dans le livre et qui n'existaient pas à l'époque de votre enfance, dans les années 90. Vous savez où je veux en venir, les wesh, les bros, les stylés. Oui. Voilà, est-ce que ça a été une petite réécriture? Alors déjà, ça a été une réécriture, une adaptation. Donc l'adaptation, il faut s'adapter, effectivement. Et moi, j'avais vraiment envie, et j'étais très heureuse lorsque Nathan m'a proposé cette adaptation, parce que je suis allée beaucoup en détention avec le roman, Les grandes et les petites choses, le roman. Beaucoup dans les collèges, beaucoup dans les lycées. En détention, c'est-à-dire en détention, en prison? Oui, en prison. D'accord. En prison, pour faire des ateliers, mais pas juste des ateliers une fois comme ça, mais sur plusieurs mois en fait. Accompagner les détenus, et en particulier ceux qui sont fichés S, les radicalisés. On a travaillé effectivement sur les questions de discrimination, de laïcité, d'humanisme, d'universalisme. Et en fait, je crois que un support comme la BD aussi, c'est pas mal parce qu'il y a ces images. Voilà, il y a ces images qui permettent d'accompagner autrement. Alors oui, il y a la frustration des mots, ça c'est sûr. Oui. Et puis surtout que dans un roman, on a aussi des formes de monologues de Nina un peu plus longues qu'effectivement dans la BD, où c'est comme un scénario très séquencé, très rythmé. C'est autre chose. Mais je trouve que la conjugaison, l'addition des deux, c'est parfait. C'est parfait. Après, je voudrais juste revenir sur un petit point. Je n'ai pas grandi dans une famille multiculturelle. J'ai grandi dans une famille universelle. Le multiculturalisme, c'est, comme on peut le voir aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, surtout dans les pays anglo-saxons, où alors chacun a sa place, mais par communauté. Il n'y a pas vraiment de mélange. Moi, je me sens véritablement issue de notre loi fondamentale, de notre constitution, de l'humanisme et de cet universalisme qui fait que je n'aurais pas pu naître ailleurs qu'en France, puisque je suis le fruit de cette grande histoire française avec les chaos de l'histoire de France aussi. Vous êtes né à Tours, d'ailleurs. Que je revendique pleinement. Avec ce beau français tourangeau, le vrai français, le pur français. Oui, et mon père est venu à Tours à cause de cette langue. Sa langue maternelle était l'anglais, en tant que Gambien. Alors voilà, sa langue maternelle, c'était... Ce pays qui est effectivement enchâssé, enclavé dans le Sénégal. Oui, complètement. Le Sénégal francophone et la Gambie anglophone. Oui, c'est-à-dire que, alors sa langue maternelle, c'est le sérère, le peul. On l'apprend, il connaît, il est totalement polyglotte. Oui. Et puis ensuite, effectivement, la langue coloniale, c'était l'anglais. Il a appris le français plus tard. Le français, c'est la dernière langue qu'il a apprise. Et en lisant Rabelais et Balzac, etc., il avait décidé de venir à Tours pendant 2 mois. Et c'est là qu'il a rencontré ma maman dans sa librairie. Votre maman qui est libraire. Oui, qui était libraire. Qui était libraire. Ouais. Et votre père prof d'anglais. Alors voilà, avant il était professeur de français en Gambie, et il est devenu professeur d'anglais en France. Quel destin. Ouais. Et votre maman et votre grand-père, puisque vous en parlez dans vos 2 livres, Yoram, parlaient le yiddish. Yiddish, ouais. Vous-même, vous parlez aussi? Non, j'ai simplement des souvenirs de quelques mots. Et puis, alors, parce qu'il y a un mot qui revient, schmates, pour dire les vêtements, les tissus, la choule. Les chiffons. Voilà, la choule, la synagogue. Mais après, moi, c'est un accent, une tonalité qui est très émotionnelle. C'est une langue vraiment de l'émotion, parce que j'ai toujours l'accent de mon grand-père. Le yiddish, c'est une langue qui est devenue une langue morte en Europe, du fait de l'histoire européenne. Même si je sais qu'en Ukraine, dans certains théâtres, ils maintiennent des prestations, des représentations de théâtre en yiddish, mais bon, c'est une langue qui disparaît malheureusement. Et c'est vrai que dans ces accents, d'avoir entendu petite l'accent de mon père
mélangé avec l'accent de mon grand-père, c'est-à-dire l'accent d'Afrique noire, d'Afrique de l'Ouest, mélangé à celui de mon grand-père, je crois que ça revient à l'universalisme dont on parlait, c'est-à-dire, et puis de savoir écouter l'autre. Et je voyais même dans leur jeu, dans l'humour qu'ils avaient l'un avec l'autre, il y avait quelque chose de profondément universel et surtout qu'ils arrivaient à se comprendre en français. Cette langue qui est pour moi une langue de l'amour, en fait. Dans la BD et dans votre livre, vous parlez de ce trauma, de la perte de votre grand-père. Je crois que c'est l'un des grands traumas de ce livre, de votre histoire, de votre enfance. Il y en a deux autres qui m'ont marqué, sur lesquels vous revenez de façon beaucoup plus pudique, discrètement. Ouais. Une agression sexuelle, Ouais. un viol qui est très peu affleuré. Qui est un silence. Qui est un silence. Exactement. Et évidemment, ça vous en parlez aussi de façon très pudique, mais quand même le trauma du racisme quotidien, banalisé, que ce soit à l'école primaire, à la faculté, dans les cours de danse, comme petit rat de l'opéra. Et même dans le club de sport. Ouais. C'est-à-dire que ce que je voulais montrer... Alors, quel a été votre trauma le plus structurant ou le plus... un trauma le plus traumatisant, c'est un peu difficile à dire, mais oui. Non. Vous voyez ce que je veux dire. Oui. Non, en réalité, c'est un peu comme tout l'ensemble des activités. C'est lorsque vous êtes mélangé, cette addition, vous vous rendez compte que vous êtes toujours l'autre de toutes les communautés. Vous êtes l'autre. Donc, le trauma, c'est de se rendre compte quand on sort de cette bulle, un peu bisounours. Mes parents, c'est-à-dire que moi, je leur en ai voulu de m'avoir finalement offert cet amour où tout le monde s'entendait bien. Moi, je croyais que, parce que quand on grandit comme ça nous paraît naturel. C'était partout pareil. Ouais. Oui. Qu'en sortant de la maison, ce serait la même chose. Évidemment. Des origines, parce que ma grand-mère du côté de mon père était catholique, mon grand-père du côté de mon père musulman, ma mère juive. Votre père musulman, il pratiquait en plus. Alors il y a quelques images où on le voit alors voilà, prier dans la BD, c'est comme ça, mais il est vraiment animiste. En fait, il a gardé sa tradition. C'est dans le livre que c'est comme ça, je crois. Oui, c'est ça. Il a gardé sa tradition animiste, mais par exemple, il est spirituel, mon père. Donc, et d'ailleurs, c'est mon père qui vous a donné des gris-gris pour gagner les courses. et puis qui était absolument favorable à ce que je suive avec mon frère les cours de Talmud Torah, puisque pour lui, tout enfant doit avoir une éducation religieuse, quelle qu'elle soit. Donc, et quand on grandit dans cette famille-là, c'est vrai qu'on pense que donc c'est comme ça, c'est super. Et puis en plus, les gens vous disent le métissage c'est beau et tout. Donc vous êtes oui, d'accord. Et en réalité, quand vous allez dans différents milieux, vous vous rendez compte de l'intolérance. Et surtout, vous vous rendez compte que comme tout le monde a sa part d'intolérance, que vous-même vous êtes intolérant. Et donc finalement, moi j'écris aussi pour travailler sur moi, pour travailler vraiment contre moi, contre ma pensée, contre mon instinct. C'est ça qui est intéressant. Donc, effectivement, il y a eu des douleurs. Je crois que la danse classique, c'était une vraie douleur parce que là, je suis dans une expression artistique avec le corps, que c'est ma passion. Et la danse classique, c'est encore ma passion aujourd'hui. C'est-à-dire cette exigence, c'est un modèle d'exigence, de rigueur. Et dans le même mouvement, avec cette musique qui vous emmène presque au sommet du spirituel. Mais aussi, je voulais mettre en balance les grandes et les petites choses, c'est-à-dire la grande histoire, la Shoah, la colonisation, l'esclavage, et dans la petite histoire d'une jeune femme en construction, l'agression sexuelle, le regard des hommes sur ce corps-là, ce corps tout neuf, en fait, qui veut courir vite et loin, et ces hommes qui ont voulu l'abîmer. Et en fait, dans ce moment-là, que faire? C'est-à-dire lorsque vous avez des parents qui ont vécu des douleurs qui sont écrites dans les livres et que vous arrivez avec cette agression-là, finalement, elle s'imagine, Nina, que c'est pas très grave puisque ça ne fait pas partie de la grande histoire. C'était aussi pour répondre à la concurrence des victimes, la concurrence victimaire qui, pour moi, qui n'a aucun sens. C'est-à-dire, on a déterminé ces crimes-là, la Shoah, en tant que crime contre l'humanité.
Et dans le réel, on se rendrait presque compte que la Shoah ne concernerait finalement que les Juifs, que l'esclavage ne concernerait que les Noirs et que les agressions sexuelles ne concerneraient que les femmes. Voilà, donc c'était une réponse à tout ça, toujours ces segments qui pour moi ne réparent pas en fait nos humanités. Rachel Kahn, je vous propose de passer à la deuxième partie de l'émission. Vous allez me quitter. Ben voilà, vous l'avez vu cette émission. Je vais m'éclipser, comme je dis souvent, et je vais vous présenter 4 mots. Vous, la femme des mots MOTS, vous verrez le premier, puis on en égrène 4 comme ça. D'accord. À tout de suite. À tout de suite. Rachel, je suis là, pas loin de vous. D'accord. Je vous propose mes mots. Et pour la première fois, mon premier mot est tout simplement le mot « mot ». Oh. Momo, c'est presque un clin d'œil à Romain Gary, La vie devant soi, presque lacanien, bon, pour ceux qui comprennent. Allez, le mot MOTS. MOTS, déjà c'est une syllabe, alors c'est assez facile, c'est à la fois quelque chose d'extrêmement simple, à la portée de tous, mais dans lequel finalement réside plein de définitions. Déjà le mot, on dit au début était le verbe, donc c'est le début de toute création pour moi, le mot. Et puis alors après, on peut ajouter le mot juste, le fameux mot juste, le mot qui sépare, le mot qui va nulle part, le mot pour rien, des paroles en l'air, ou bien le mot qui rassemble. Moi, j'essaie d'avoir cette exigence en fait du mot juste. C'est vrai qu'écrit mot en gros comme ça, ça me fait très plaisir que vous ayez choisi ce mot parce que c'est vrai que votre livre Racé est construit autour des mots. Ouais. Vous commencez par les mots. Ouais. En plus, on voit que vous aimez les jeux de mots, vous le dites J'adore. vous-même. Le premier chapitre, c'est « Au nom de tous nos mots ». Premier chapitre de Racé. Ouais. Et puis en exergue, vous parodiez le Cid de Corneille, « Orage au désespoir », qui devient « Horace au désespoir » en 2 mots. Oui. Chaque mot est vraiment extrêmement ciselé sous votre plume. J'adore m'amuser avec les mots et c'est vrai que au nom de tous nos mots, c'était pour moi aussi un clin d'œil sur au nom de tous les miens. C'est-à-dire que ce que nous avons en partage, c'est vraiment les mots, c'est ce langage. Je sais qu'aujourd'hui, l'universalisme et l'humanisme ne sont pas trop à la mode, mais on a ce langage commun pourtant, on a ce langage profondément universel en commun. Et donc c'est pour ça que je voulais ce clin d'œil au nom de tous nos mots, pour peut-être défendre nos mots. Moi j'ai un père aussi qui collectionne à la fois les silences et les dictionnaires, et c'est vrai que dans chaque mot, il y a une multitude de définitions, et c'est vrai que racé, par exemple, c'est un mot qui est dans le dictionnaire, et je me suis permise en fait d'ajouter une autre définition. J'ai l'impression qu'avec les mots, tout est possible. On peut jouer avec les mots. On peut jouer avec les mots, mais aussi... Parce qu'effectivement, le terme racé, et vous le dites très bien au début, ce n'est pas celui que vous employez vous, ce n'est pas la définition du dictionnaire. Parce que quelqu'un de racé, c'est quelqu'un d'élégant, avec un port de tête altier. Et vous en êtes empoigné complètement différemment. Vous aimez donc ce mot de racé, et vous n'aimez pas du tout racisé. C'est bien ça. Ah oui, c'est bien, c'est tout à fait ça. C'est le propos de votre livre, qui a fait un peu polémique d'ailleurs. Oui, alors c'est étrange, en fait c'est ça qui est dingue quand même aujourd'hui, c'est que justement avec cette exigence, j'ai essayé de trouver des mots qui nous rassemblent et des mots qui nous réparent. Parce que à l'intérieur des mots, je crois qu'il y a une énergie. Je sais que c'est Guylaine Londès qui parlait beaucoup de vibratoire, mais oui, un mot est vibratoire. Et si vous mettez quelque chose de négatif, ou si vous employez des mots qui sont négatifs, forcément, cette énergie-là, en plus on dit que les paroles s'envolent. C'est-à-dire que c'est ça le danger. Si les mots s'envolent en paroles, ça veut dire que les mots s'éparpillent.
et donc qu'on va être en danger. Et c'est vrai que ce mot racisé, pour moi, c'est un mot qui nous tue. Déjà, c'est un mot qui remet la race au centre. C'est un mot qui vous déshumanise, puisque vous n'êtes plus une personne avec un nom et un prénom. Vous êtes un ou une racisé. Et dans votre vie, parce que vous êtes racisé avec cette race au centre, avec votre couleur d'abord, eh bien, vous allez faire des choses qui correspondent finalement, qui vous enferment dans un cliché de vous-même, quoi. Enfin, un cliché d'une projection que les personnes ont de vous-même. C'est un danger. C'est un danger lorsqu'on veut l'émancipation de chaque femme, de chaque homme. Et c'est vrai que, voilà, à travers ces mots, j'ai essayé, moi, de réparer, et je n'ai absolument pas compris, enfin, plutôt si. J'ai très, très bien compris cette polémique, mais finalement, il y a eu une mise en abîme, parce que c'est précisément ce que je racontais, ce que je voulais énoncer. Je voulais dire qu'aujourd'hui, on a, à travers les mots, quelque chose qui est en train de se tisser et de nous monter les uns contre les autres. Et ces mots, vous les écrivez, vous les nommez, vous en avez déjà parlé dans d'autres émissions, mais on va quand même revenir dessus. Il y a ces mots qui séparent, je les cite rapidement, sous-chien, en fait les Français de souche, comme on dit, racisés, donc on vient d'en parler, afrodescendants, minorité, intersectionnalité, côte-à-côte, ce sont des mots qui séparent selon vous. Les mots fourre-tout et qui vont nulle part, vivre ensemble, diversité, mixité, collectif, et les mots qui réparent, on retrouve le mot silence, intimité, invisible, création, désir, signature, créolisation. J'ai résumé. Oui, après c'était aussi une invitation pour chaque personne à se trouver ses propres mots. Pour ses propres mots. On peut se trouver, à mon avis, des mots porte-bonheur pour chaque jour, pour chaque situation. Les mots qui réparent, il y en a plein dans le dictionnaire. J'ai choisi vraiment ceux-là, mais... Il y en a plus. Oui. Mais les mots fourre-tout qui vont nulle part, intéressants quand même. Vivre ensemble, diversité, mixité, collectif, ce sont des mots dans l'air du temps pourtant. Ce sont des mots dans l'air du temps, et pourquoi ils vont nulle part, en fait, c'est qu'on les emploie depuis voilà, une trentaine d'années, on va dire. Moi, le mot diversité me choque lorsqu'il est mal employé, c'est-à-dire que le danger, c'est lorsque les mots sont mal utilisés. Ça crée des contresens, des quiproquos, ça ne met pas le réel, ça ne met pas le réel en face de nous-mêmes. Donc après, pour agir, c'est compliqué. Lorsqu'on vous dit que diversité, ce sont les Noirs et les Arabes ou les Asiatiques, c'est un problème. La diversité, c'est lorsque on est tous ensemble, justement. C'est pas de recréer, en fait, une forme de communautarisme. Et parmi les mots qui réparent, j'ai donné le mot créolisation dont vous parlez. Et d'ailleurs, c'est le deuxième mot que je vous propose. Il est en lien avec ce mot. Vous allez tout de suite voir pourquoi, puisque c'est le mot relation. Ah, j'adore. Ça me donne des frissons. Relation, c'est une des plus belles choses qui puissent exister au monde, la relation. C'est ça qui est fou aujourd'hui, c'est que on vit quand même une période très individualiste, nombriliste, égocentrique. Et puis en plus avec les réseaux sociaux, où on a des algorithmes qui font qu'on ne parle qu'à une seule communauté. Mais la relation, c'est ce qui fait nous sortir du chaos. La relation, c'est ce qui nous fait grandir aussi. La relation, c'est ce qui nous fait vivre. C'est-à-dire que lorsque la tête et le corps est en relation, lorsque ce qu'on dit est en relation avec la situation, avec le réel, aussi, ça nous permet d'appréhender les choses de manière plus consciente. Et puis la relation, évidemment, ce que je disais avant, mais la relation à l'autre, c'est une nécessité. Aujourd'hui, on croit qu'on peut faire sans, alors qu'on ne peut pas faire sans. L'homme ne peut pas vivre sans relation. Et d'ailleurs, relation, c'est une réponse à vivre ensemble. Tout à l'heure, vous aviez noté que dans Racé, vivre ensemble, c'était un mot qui allait nulle part. À partir du moment où on vit, on est ensemble. C'est pas la peine de dire vivre ensemble. À partir du moment où la vie est présente, on est en relation.
Ou en tout cas, on doit faire en sorte d'être encore plus en relation. Et c'est Édouard Glissant, effectivement, qui avait cette philosophie de la relation. Et notamment, il prenait un exemple, en fait, l'exemple de son île et des Antilles pour créer cette notion de la philosophie de la relation. En fait, il disait que après l'esclavage, il a fallu s'ouvrir au monde et que les Antilles soient en relation pour sortir du chaos. Et nous, la relation, c'est ce qu'on a pu vivre aussi au moment du Covid, de cette pandémie. On était en relation avec les autres pays 24 heures sur 24, l'air de rien, même si on était confinés. Mais en tout cas, on essayait de voir ce qui se passait ailleurs. Les médecins et les infectiologues étaient en relation pour savoir comment on allait se sortir de cette crise. C'est fondamental, la relation. Et c'est fondamental pour progresser dans sa pensée. Édouard Glissant, qui est aussi le père de la créolisation, Ouais. d'où ce que je disais comme introduction. On parle des relations et religion, ça va ensemble. Religare, ça veut dire lié, attaché. Ça va complètement ensemble, j'y pense. Je ne voulais pas le dire, mais vous l'avez dit. Mais effectivement, être relié, être en relation, connecté. Connecté, alors déjà connecté, moi d'avoir un rendez-vous toutes les semaines, soit à l'église, soit dans une mosquée, soit à la synagogue, pour être en relation ensemble, et puis d'être relié en fonction de nos croyances, évidemment, mais d'être relié à plus grand que soi. Et puis ensuite, par rapport à ces religions du livre, vous avez dit relié, et c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que c'est aussi d'être relié dans le grand livre de la vie. On dit ça dans la religion juive. Être relié, c'est aussi le projet de votre compagnon, Oui. Laurent Couson, qui est compositeur, pianiste, d'énormes talents. Il a créé une composition, enfin un Requiem 19, qui est un projet œcuménique entre les 3 religions du livre. Vous en parliez de ce livre, en 3 langues différentes, latin, arabe, hébreu. Je vous propose d'écouter un extrait et on continue sur ce mot. Ouais. Relation et religion. El
Voilà, très très beau moment. L'extrait s'appelle le Cobourg et on l'a entendu à l'église Saint-Médard à Paris. Ouais. Cobourg, c'est tombeau, Ouais. tombeau des rois à Jérusalem. Absolument. Ce mouvement du requiem me bouleverse totalement parce qu'effectivement c'est le tombeau et puis en relation, en relation aussi avec tous ceux qu'on a pu perdre, parce qu'en fait dans ce mouvement-là qu'on vient d'entendre, c'est aussi qu'il y a lorsque la vie s'éteint, il y a quelque chose aussi après. Donc c'est la relation à la vie d'après, à ce qui se passe en tout cas après. Ça a une importance pour moi, ça a une importance sur notre chemin en fait. La vie, la mort et l'après. Et puis après, évidemment, dans le travail de Laurent, c'est vrai que aujourd'hui, en 2023, d'avoir un requiem, alors là, justement, un requiem, mais pour la paix et pour la vie, en fait, en paix, c'est fort. Pourquoi Requiem 19 ? Parce qu'il l'a composé en 2019, enfin, il a commencé à le composer en 2019 et il l'a écrit en fait pendant le confinement. Et justement pendant le moment où on ne pouvait pas être en relation. Je vous propose mon troisième mot. Oui. Merci beaucoup pour ces échanges, c'est très beau. Troisième mot qui va vous parler aussi, c'est le mot place. Ah oui, place. Place. Ah là là. Il y a différentes places. Il y a la place. Oui. Et oui. Alors c'est un travail de tous les jours, trouver sa place, parce que on est quand même des êtres en mouvement, éperdument complexes, en mouvement, avec nos désirs. Et trouver sa place, c'est un cheminement. Moi, c'est le travail que j'essaie de faire avec les jeunes générations. J'ai l'impression que dans cette forme de formatage aujourd'hui, ils aimeraient presque tous avoir la même place. Alors les réseaux sociaux sont très néfastes par rapport à ça. C'est-à-dire que comme s'ils devaient consommer la même chose, manger la même chose, avoir tous les mêmes désirs, alors que trouver sa place, c'est plutôt quelque chose qui se passe dans son intériorité, quoi. Lumière intérieure, c'est ça. Je pense que c'est laisser la place à sa lumière intérieure qui vous permet de vivre sereinement. Parce que lorsqu'on trouve sa place, lorsqu'on est en paix en fait avec sa place, il vous arrive souvent des choses incroyables que vous n'auriez pas pu imaginer en fait. C'est-à-dire ? Des choses qui vous arrivent, on peut parler de hasard ou de coïncidence, mais moi je sais que des rôles au cinéma ou au théâtre ou des propositions. Et puis lorsque vous êtes en paix aussi avec votre place, vous allez rencontrer, aussi faire des rencontres assez inattendues, je pense. Parce que lorsque vous bougez un petit peu de place et que vous trouvez la vôtre, les autres aussi bougent par rapport à vous. Et ça permet d'être dans des relations assez percutantes et saines et qui nous font avancer. Et puis dans la place, il y a aussi cette question d'espace. Moi je sais que je suis un peu sauvage et j'ai besoin d'avoir pas une grande place, mais en tout cas d'avoir ma place. C'est vrai que vous revenez sur ce qu'on appelle les safe places ou les safe spaces, ces endroits surprotégés où les minorités, les personnes discriminées peuvent échanger justement en toute sécurité. Vous n'êtes pas tellement favorable à ça? Je suis même complètement défavorable. D'une part parce qu'effectivement, c'est pas des lieux. Pour moi, ce ne sont pas des lieux sûrs. C'est des lieux qui me terrorisent. C'est-à-dire que par rapport à l'histoire de l'humanité, à partir du moment où il y avait des espaces où tous les gens se ressemblaient, c'est des lieux de ségrégation, donc c'est des lieux dangereux en fait. Et puis après, c'est vrai que d'un point de vue intime, mais c'est pas pour parler de moi et de mes parents, mais mon
mon lieu en sécurité, ma place sécurisée, c'est une place où personne ne se ressemble et où toutes les croyances peuvent se vivre et où toutes les couleurs de peau ont leur place. Parfois, il faut batailler pour sa place, quand Bien même. sûr. Chacun a droit à sa place. C'était aussi l'enjeu de Noir n'est pas mon métier. Tout à fait. Cet ouvrage collectif que vous avez porté en 2018, mené par Aïssa Maïega, pour dénoncer le racisme dont sont victimes les femmes noires dans le cinéma français. Ouais, c'est nécessaire, mais c'est tout à fait nécessaire à une condition, c'est de ne pas reproduire ce que vous dénoncez chez les autres. On ne peut pas dire « noir n'est pas mon métier » en se revendiquant en tant que racisé. Il y a quelque chose qui est incohérent. Soit vous revendiquez la couleur, soit vous ne la revendiquez pas. Mais on ne peut pas faire de « noir n'est pas mon métier » un métier. Et par ailleurs, je crois, par rapport à la place, que si on se sent comme victime tout le temps, à l'infini, en tant que racisé justement, si vous vous définissez de la naissance jusqu'à votre mort en tant que racisé, c'est-à-dire comme une victime, vous ne prendrez jamais votre place. Ou alors la seule place que vous aurez, c'est la place de victime. Donc effectivement, je pense qu'on a tous subi, quelle que soit notre couleur de peau, quel que soit notre genre, l'injustice et l'intolérance. Malheureusement, c'est quelque chose qui est universel. Malheureusement. Mais si on commence à digérer et finalement à être notre propre bourreau en se disant que nous sommes des victimes et que nous n'allons jamais nous en sortir, alors il n'y a pas d'issue. On alimente les discriminations aussi. Et ça, moi, je me bats, je me battrai, notamment pour nos générations futures, qui commencent à entériner ça. Et donc, à partir du moment où on est dans cette victimocratie, parce qu'au fond, aujourd'hui, la tendance, c'est se dire victime, avoir cette place de victime, même si on n'a rien vécu, c'est-à-dire qu'il y a un rapport au réel qui est assez étrange, même si on n'a pas vécu, on a une couleur, donc on se dit victime. Et parce qu'on se dit victime, on va avoir des places et des postes et des choses. Ça, c'est... On revient, en fait, avant la Révolution française, où par rapport à notre sang, on avait un rang particulier, donc c'est complètement aux antipodes de notre état de droit. Tout à l'heure, vous avez employé le 4e mot que je vous ai proposé. Et d'ailleurs, vous avez commencé par ce mot-là en tout début d'entretien. J'imagine que vous devinez déjà. Pas du tout. C'est le mot universel. Ah. 4e et dernier mot. Universel. C'est beau, hein, les mots, quand ils sont écrits comme ça, en gros. Universel, ça, c'est une bataille. Et c'est faux hein, qu'aujourd'hui, l'universel, l'universalité, l'universalisme, tout ça soit remis en question. Moi, j'ai été très étonnée de la manière dont on m'a accusée parce que je défendais l'universalisme. On m'a même dit, vous êtes une universaliste fasciste, ce qui ne va pas ensemble. Hein. Antinomique, complètement. Oxymore. C'est ça. Ouais, enfin, mort, hein, mort beaucoup. Les jeux de mots toujours. Oui. Non, mais c'est parce qu'en fait, l'universel, c'est tellement... Ça, c'est notre travail. On aurait même pu dire l'universel. Parce que... c'est beau, ça. Bah oui, parce qu'en fait, c'est ça. C'est-à-dire comment on fait pour se réparer notre chemin de vie à tous. C'est celui de nous réparer, d'aller vers l'autre, d'aller vers ce multiple, cette complétude, cette complexité, d'aller dans les nuances, pour pouvoir nous rassembler profondément et pas nous déchirer. On a éperdument d'universel. Le racisme, l'antisémitisme et toutes les formes d'intolérance, elles ont besoin d'universel pour... En fait, on a besoin d'être rassemblés pour lutter contre toutes ces formes d'intolérance, main dans la main, quel que soit le motif de discrimination, parce que de toute façon, on n'est jamais assez nombreux pour lutter contre les injustices.
Donc, je n'arrive pas à comprendre comment ce mot-là est encore remis en question alors que c'est une réalité. Mais maintenant, dans cette réalité, on prépare les Jeux Olympiques en 2024, c'est quand même un événement universel. En tout cas, l'universalité sera en présence. Mais maintenant, il faut le défendre bec et ongle. En tout cas, c'est ce à quoi je m'emploie. En fait, je suis perturbée parce que lorsque je vois des mots comme ça, je les découpe. Alors, il y a uni, vers, sel, et c'est comme le sel de la vie aussi, ce mot. Vous êtes très lacanienne. Très lacanienne. J'adore. Oui. Vous avez souvent été sur le divan? Oui, mais moi, je suis en analyse. Hein. Oui. Ah oui, oui, je suis en analyse depuis... Lacanienne, en ah, l'occurrence. Oui, tout à fait. Oui. Pour ceux qui ne savent pas, maître du structuralisme et des mots, justement. Et chaque mot a un sens, et en les découpant, et vous le faites extrêmement bien, on voit les différents signifiés des mots. Allez, universel, c'est vrai que ça nous fait penser aussi à Romain Gary, encore une fois, je suis planétaire. Qu'est-ce que c'est beau. Ah, oui. Vous le citez aussi dans Racé. Universel, évidemment, univers ciel, comme vous le disiez. Eh bien, parlons un peu du ciel aussi, de ce Dieu, votre rapport à la foi. Vous avez fréquenté les synagogues petites, vous avez pris des cours de Talmud Torah. Oui, absolument. À Tours. Ouais. Votre religion, la religion que vous habitez, c'est la judéité. Vous êtes juive? Oui, oui, tout à fait. Je suis juive et croyante. Mais après, dans la pratique, je pratique toutes les religions. Donc, je vais à l'église. Lorsque je suis en Gambie, donc je fais Kippour ici, et ça m'arrive de faire des choses aussi en Gambie, Ramadan. Et voilà, carême, mais c'est d'ailleurs là on est. Mais en fait, c'est pour ça que je défends aussi la laïcité. Souvent, je me retrouve, parfois, toujours, avec des personnes qui défendent la laïcité, mais qui ne croient pas en Dieu. Moi, je défends la laïcité parce que je crois en Dieu. Je suis très croyante. Je suis très croyante. C'est pas seulement du fait du Talmud Torah, hein, c'est du fait de toutes mes activités aussi. Je pense que quand on est athlète, on a un rapport au ciel qui est aussi différent. Athlète ou sportif. Hein. Voilà. C'est-à-dire c'est-à-dire que... on tutoie les étoiles? Oui, oui. On est dans un espace qui n'est pas la vraie vie, qui est ailleurs, qui est avec les éléments, avec notre corps, avec notre respiration, avec notre souffle, avec le temps. C'est comme une chanson. Et on demande des choses et on est concentré sur un objectif. Et c'est vrai que lorsque je vois des sportifs qui se signent ou qui font des choses, voilà, je comprends ce qu'ils ressentent. C'est quelque chose de très particulier, le sport et la religion. Très particulier. Ça fait entrer dans une autre dimension. Complètement. Dans plusieurs autres dimensions. Et puis la dimension de l'humilité, il peut se passer n'importe quoi sur un 100 mètres. On a l'impression que c'est une éternité, mais quand on est sur la ligne de départ, en connexion, avec ce silence, et puis après il y a ce coup de feu, et puis après il y a ce corps, et il ne faut pas que ce corps nous lâche. Et ça, on ne le décide pas en fait, on décide de rien. C'est-à-dire qu'on décide de s'entraîner, on décide d'avoir une vie saine, mais au moment du match, ou au moment d'un 100 mètres, moi, il y a quelque chose de plus grand qui est planifié, je crois. Il n'y a pas de hasard. Non. Les dés sont jetés. Voilà. Hasard. Exactement. C'est un mot arabe d'ailleurs, qui parle de dés et de dés jetés. Exactement. Comme dans la religion juive aussi, on a des dés. Vous faites Shabbat? Oui.
Oui, donc il y a vraiment une tradition. Toutes les fêtes juives aussi sont fêtées chez vous. J'essaie, oui, oui. Alors, Shabbat, je ne vais pas tout le temps à la synagogue, mais en tout cas, j'ai un moment de pause avec les bougies, etc., ça c'est sûr. Mais en fait, moi, c'est toutes les religions en fait, qui m'intéressent. C'est vrai que votre fille, Dora, porte un nom grec plutôt. Ça veut dire don de Dieu. Oui. J'ai vu ça. C'est ça? Absolument. Alors, voilà, il y a Dora, mais aussi, ça c'était aussi un pied de nez, hein, parce que c'était aussi, ça me faisait penser à Déborah, mais c'était un pied de nez, ça va pas être très rigolo ce que je vais vous raconter. Hein. Il y a Dora Bruder, le livre de Modiano, et puis il y avait un des camps de travail en Pologne qui s'appelait En fait, il y avait Auschwitz, mais il y avait différents camps qui avaient des lettres A, B, C, D. Et en fait, D que vous portez autour du cou. Exactement, c'est elle, c'est Dora. Exactement. Et donc le D d'un des camps, c'était D, als Dora, D comme Dora, disaient les Allemands. Donc c'était ça. C'est lourd à porter C'est pour une lourd. petite fille. C'est lourd, peut-être. C'est chargé. Je ne sais pas si c'est lourd. Parce que c'est don de Dieu aussi, quand même. C'est un peu tout. C'est aussi la vie, hein. C'était de dire que malgré ce chaos, malgré ce plan d'extermination, elle est là, Dora. Voilà. La vie, la mort, tout ça c'est emmêlé. Ah oui, c'est emmêlé. Et puis après, c'est tout à fait emmêlé. Et puis lorsqu'on écrit aussi, on est dans cette chose-là, cette ligne de crête entre les deux. Parce que dans l'écriture, il y a beaucoup aussi de personnes vivantes auxquelles vous pensez, mais aussi de personnes qui ne sont plus auxquelles vous pensez. C'est vrai que Racé, moi, j'ai perdu un être très cher au moment de Racé, c'était Manu Dibango, qui était mon papa de cœur, mon parrain, que j'ai rencontré lorsque j'avais 20 ans. Et c'est vrai qu'il est parti dans l'écriture de Racé, et dans le même mouvement, je me sentais en connexion avec lui, parce que l'écriture, quelle qu'elle soit, c'est une manière de se connecter aussi aux âmes qui nous protègent comme ça. Merci Rachel Kahn. Merci à vous. En tout cas, on est très connectés avec vous. Je reviens auprès de vous pour la conclusion. À tout de suite. Merci. Rachel Kahn, je suis de nouveau en face de vous. Ah oui, ça fait du bien quand même d'être accompagnée. Vraiment? Bah oui. Comment avez-vous vécu cette expérience? C'est vous, formidable. la lacanienne, l'habituée de la psychanalyse. Oui, mais j'ai adoré. Oui. Et je pense que c'est bien pour moi, parce que j'ai adoré avoir les mots écrits en gros sur un écran comme ça. Un seul mot comme ça, faire le tour du mot. Je vais essayer de faire de l'expérience. Un nouvel type de thérapie. Alors je ne sais pas, en tout cas, oui peut-être. Oui, peut-être, parce que universel en gros, comme ça m'a... Même relation, c'est très touchant. C'est très inspiré. Ouais. Il y a beaucoup de poésie dans tout ce que vous avez dit, enfin, notamment le mot universel. C'est celui qui vous a le plus inspiré parmi les quatre? Ouais, et relation aussi, très touchant. Aussi. Très touchant. On a de la chance d'avoir cette belle langue française. À travers le monde, la francophonie, etc. C'est d'une puissance, et ça, on ne l'utilise pas assez, je trouve. Ce qui a été très touchant aussi, parce que je vois votre médaillon autour du cou, c'est l'évocation de l'histoire de ce médaillon, le nom que porte votre fille, Dora. Et c'est vrai que je n'ai pas rebondi tout à l'heure dessus, mais vous racontez aussi l'histoire de ce médaillon avec la croix de David que vous avez perdu. Oui. Je ne sais pas, ça me fait penser à ça, parce qu'il y a toute une histoire sur un médaillon qu'on trouve d'ailleurs dans votre BD, dans votre livre. Oui, à Les grandes et les l'athlétisme. petites choses. C'est vrai que souvent on croit que le racisme c'est dans certains milieux, et donc on parle de la faculté ou de l'école de danse, mais ça peut être aussi dans un club de sport. Malheureusement, le racisme n'a pas de couleur de peau,
L'intolérance n'a pas de couleur de peau, donc Là, c'était de l'antisémitisme aussi. bien sûr, pour moi c'est pareil en fait. C'est-à-dire que je regarde même pas les motifs de discrimination. C'est de l'antisémitisme, mais c'est aussi du racisme en fait. C'est de l'intersectionnalité, mais en fait, oui, ça vous refusez. Non, mais c'est de l'intolérance, c'est de la xénophobie. Effectivement, moi, lorsque j'étais adolescente, je cachais mon étoile de David, c'est vrai. Ouais. Et là, vous cachez pas ce dé. Non, parce que elle. Mais plus d'étoile de David. Si, elle est là, mon étoile de David. Ah, je l'avais pas vue. Oui, Si. mais Plus discrète. oui, plus discrète. Après, Dora a un R sur elle, et moi c'est un cadeau qui m'a été fait d'une super amie, et donc voilà, et ça nous met une bonne énergie. Après, il y a mon fils aussi, vous savez, et j'en ai pas du tout R parlé. comme Rachel. Oui. Et D comme Dora. Voilà. Et vous avez un frère qui s'appelle David. Absolument. Avec son étoile. Lui, il a une étoile pour lui tout seul. Mais voilà. oui, forcément. Ouais. Bon, en tout cas, merci infiniment pour votre Merci à vous. présence. Merci à vous. Pour vos mots, à vous, MOTS. Et je rappelle vos livres à lire pour ceux qui ne les ont pas encore lus. En tout cas, la BD, elle est toute récente. Donc, vous pouvez vous la procurer. Édité chez Nathan. Les grandes et les petites choses. C'est issu de votre histoire, publiée il y a déjà 4 ans. Donc, aux éditions Anne Carrière à l'époque. Et puis, à lire ou relire aussi, Racé, dont nous avons parlé. Prix du livre politique en 2021. Et ça, c'est aux éditions de l'Observatoire. Voilà, c'est pas encore Noël, mais il y a pas mal de cadeaux qu'on pourrait mettre à terme. Je sais pas. Vous fêtez Noël? Non. Moi, je fais tout. Ah oui, vous fêtez tout. Bah oui, parce que la vie est une Noël, fête. Yom Kippour. Non, mais tout. Tout. Bien sûr, carême, tout, je fais tout. Non, mais c'est important. Et par ailleurs, c'est bien la célébration. C'est la vie. Moi, je ne suis pas en vie pour rien, je suis en vie pour célébrer. Donc, alors, comme on a des religions qui célèbrent, moi, je suis de toutes les... C'est très joliment dit. Être en vie pour célébrer. Ouais. Célébrons alors. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Rachel Kahn, merci à vous. Aussi derrière vos écrans. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver l'émission Lumière intérieure sur internet, ktotv.com. Vous connaissez l'adresse. On se retrouve la semaine prochaine. Bye bye. Merci à vous. Merci.